Salut à tous. Et bah aujourd'hui je montre ma petite tête. Je vais parler de NCAA D1 Baseball. J'en avais déjà parlé un peu auparavant, là c'est le jour, c'est l'heure. Et donc qui dit vidéo NCAA D1 Baseball dit beaucoup de choses déjà à apprendre, à connaître, puisque peut-être c'est pas le cas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est un sujet qui est quand même assez récent. Ça fait depuis 2019 seulement que je m'intéresse à ce pan de la NCAA, à ce type de championnat. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un guide, pas du tout ultime pour le coup, mais on va le renommer ultime, pourquoi pas, où je vais pouvoir expliquer un peu les différentes règles par rapport à la MLB par exemple, pour ceux qui suivent la MLB, resituer un peu le contexte, parler des équipes favorites pour commencer. Et après on verra si on fait d'autres vidéos, pourquoi pas, un jour, peut-être. Bon bref, allez, c'est parti. Donc il est vrai que derrière les mastodontes que sont le collège football et le collège basket, le collège baseball fait quelque part un peu pâle figure. D'autant plus quand on sait que le grand public aime suivre, notamment directement dans les stades, les minor leagues. Le baseball en NCAA commence mi-février, ce qui lui permet d'ailleurs et tout de même d'exister un mois et demi avant l'entame des grands frères du baseball professionnel, Main Event, qui est la MLB. Comme déjà introduit dans des vidéos précédentes, les jeunes talents qui ont la chance d'être draftés passent la plupart de leur temps, notamment les premières années, dans les ligues mineures pour se développer, ce qui, dans le conscient et l'inconscient collectif, n'aide pas à forcément promouvoir le collège baseball. C'est nul! D'ailleurs, des talents lycéens sont également draftés sur cette fameuse Rule for Draft. Malgré tout, le talent est bien entendu présent à NCAA D1 Baseball, mais comment est-il utilisé ? Quelles sont les règles qui régissent la compétition du groupement NCAA en ce qui concerne le baseball ? Rentrons rapidement dedans tout d'abord. Dans les similitudes en termes de règles, je vous rassure, les règles de base sont les mêmes. 3 personnes out par inning, 3 offensifs out par inning, 9 manches normalement ou 7 quand c'est des double headers. Les extra innings en cas d'égalité au bout des 9 manches, et ils utilisent la règle du frappeur désigné comme en American League, ou comme toute la MLB l'a utilisé en 2020. Donc voilà pour les règles de base, on peut le voir, c'est du pareil au même. Ça reste le même sport bien entendu. Oh Dieu soit en location! Mais par contre, il y a certaines règles qui diffèrent, comme un exemple, dans une volonté de limiter les collisions non nécessaires, on permet en fait une règle qui permet à l'arbitre de potentiellement éliminer un coureur du jeu s'il est jugé coupable d'une collision non nécessaire. Donc ça paraît peut-être pas si clair comme ça sans exemple, je vous donne un petit exemple. Admettons un coureur contacte de manière considérée flagrante un défenseur avant d'atteindre la base, il est non seulement out mais également éjecté du match. Est-ce que vous avez suivi ? Oui ? Non ? C'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle, bravo. Vous pouvez pas me répondre, je le sais. Bon, c'est pas si compliqué que ça. Et pour vous donner un autre exemple un peu plus simple à comprendre, la Mercy Rule. Lors d'un match déséquilibré, quand je dis déséquilibré, je parle d'une équipe qui a 10 points ou plus d'avance après 7 manches dans un match à 9 manches ou 5 manches dans un match à 7 manches, le match est terminé de manière anticipée. Si l'équipe qui mène est celle qui accueille, le match s'arrête dès le milieu de la 6ème manche, donc quand c'est une joute de 9 manches, et dès le milieu de la 4ème quand c'est une joute de 7 manches. Je vais pas vous faire en fait toutes les règles, on pourra y revenir lors de la compétition en cas de questions, d'éclairage, etc. On pourra même revenir de temps en temps sur une règle en particulier qui dans l'inconscient collectif peut poser problème ou poser en tout cas question. Et on va plutôt passer maintenant à un petit tour d'horizon des forces en présence avec les 5 meilleures équipes classées par le comité dans cette pré-saison, afin de pouvoir voir en fait quelles sont les équipes qui sont attendues parmi les favoris. Et je pense que ça pourrait être pas mal dans un premier temps pour poser les bases de ce que vous pouvez suivre en fait dès le début de la saison qui arrive donc là dans une semaine à peu près en termes de NCAA D1 Baseball. Bon allez, c'est parti. J'aime bien dire c'est parti, mais en fait avant de c'est parti, sachez que je reste également un novice. J'ai vu une trentaine de matchs en 2019,
Et puis quelques rencontres aussi la saison dernière avant la coupure. Donc autant dire que certes je ne découvre pas non plus complètement, mais je n'ai pas encore de grandes connaissances. Voilà. Si vous n'avez pas peur de la langue de Shakespeare, je vous le mets d'ailleurs en description, allez suivre D1 Baseball et College Baseball Nation pour avoir l'avis de gens bien plus experts. Il y a également Baseball America, mais je pense que eux, pour avoir vraiment les choses complètes, faut s'inscrire, donc libre à vous de voir quelles sont les sources qui peuvent vous rassurer en termes de baseball universitaire, où vous apportez beaucoup plus de choses. Et après cette petite promotion, bon là voilà, c'est vraiment parti. Donc, en première position de ce top 25 de pré-saison, donc c'est-à-dire l'équipe qui est favorite selon le comité en tout cas, pour cette saison, on a donc les Florida Gators. Donc, faut le savoir, mais Florida la saison dernière, c'était l'armada, autant en termes de lanceurs que de fielders. Donc, je peux vous donner par exemple un nom que vous risquez d'entendre beaucoup, notamment lors des mock drafts baseball, c'est Judd Fabian, qui est outfielder et qui était la saison dernière All SEC Second Team. D'ailleurs, je pense qu'il est noté 8e prospect pour la draft MLB, si j'ai pas de bêtises. Lorsque la saison s'est donc terminée brusquement, les Gators avaient un record de 16 victoires pour une défaite. Et ils apparaissaient d'ailleurs à la première place de l'AP Poll sorti en 2020, le dernier en fait sorti avant la coupure. Florida est d'ailleurs un habitué du classement au top en pré-saison, avec un tel classement atteint lors de leurs 2 derniers passages à Omaha. Donc Omaha, c'est l'endroit où se passent les collèges World Series, je le rappelle. Donc, en 2016 et 2018, ils étaient en tête lors de la pré-saison en termes d'AP Poll. Pour vous donner 2-3 noms à suivre, en dehors de Judd Fabian, il y a des lanceurs comme Tyler Nesbitt, plutôt au niveau du bullpen, en tout cas c'est ce qui était arrivé la saison dernière, ou alors Hunter Barco qui lui peut faire partie de la rotation et qui est très intriguant. Florida, ils ont des lanceurs d'ailleurs à foison, je vous donne encore d'autres noms, comme ça vous allez vraiment être à fond sur Florida. Tommy Mace, Jack Leftwich, Brandon Sprout pour faire du name dropping. Un line-up présenté comme redoutable et une mentalité décrite par le fameux slogan Omaha sinon rien. Voici en fait le mini-portrait du grand favori de la saison. On aura l'occasion d'y revenir si ça vous intéresse, bien entendu. En deuxième position, on passe à UCLA. L'équipe de Pac-12 avait terminé la saison précédente à la 4e place de l'AP Poll. Côté lanceur, les retours de joueurs comme Nick Nacini et Zach Petway constituent une bonne nouvelle pour le pitching staff des Bruins, les plaçant d'ailleurs comme une place forte niveau pitching national. Côté line-up, le principal nom que j'ai retenu est le shortstop Matt McLain, qui a eu une breakout year l'année dernière et dont on attend confirmation cette saison, et ce afin de pourquoi pas concourir pour le joueur de l'année. En troisième position maintenant, Texas Tech, équipe réputée pour toujours se recharger en talent saison après saison. Les droitiers Brandon Birdsell et Micah Dallas, ainsi que le gaucher Mason Montgomery vont avoir pour rôle de remplir la rotation, en remplacement notamment de Clayton Beeter, qui a été donc sélectionné par les Dodgers en 2020, et de Bryce Bonin, sélectionné lui par les Reds la même année. Tiens, faisons une pause, petite pause entre nous. En college baseball, je ne sais pas si vous le savez, mais vous verrez ou en tout cas entendrez souvent parler de weekend rotation et de Friday starter. Dans une rotation, l'objectif de tout lanceur est de devenir un Friday starter. La plupart des series se jouent en 3 matchs le week-end, et du coup le match du vendredi, premier match d'une série, revêt une importance cruciale. On y met donc généralement son ace, son meilleur starter, afin de mettre toutes les chances de son côté pour remporter cette fameuse première manche. Voilou, si vous avez besoin d'autres précisions, demandez. Fin de l'aparté et retour sur Texas Tech. Côté line-up, on va compter sur les prouesses en fait de Jace Jung et de Dylan News. Je sais pas si je prononce bien leur nom, je vais pas mentir, mais vous verrez les noms écrits. Ça sera peut-être plus facile pour vous de comprendre ce que je viens de dire. Place du coup au dernier champion en 4ème position. Je rappelle qu'il y a eu les derniers collèges World Series en 2019. Et donc on va parler de Vanderbilt. Vanderbilt, qui malgré pas mal de changements, aura a priori toujours son mot à dire. On parle notamment du meilleur one-two punch au niveau de rotation, dans une rotation avec donc Kumar Rocker et Jack Leiter. Niveau line-up, si vous suivez la Rule for Draft, vous savez certainement que Austin Martin
attendu haut de par ses qualités de pure hitter, a quitté en fait les Commodores pour rejoindre les Blue Jays de Toronto en étant sélectionné en 5e position. D'autres joueurs importants vétérans de l'équipe SEC sont partis, cependant des joueurs comme Carter Young, Cooper Davis ou encore le freshman Enrique Bradfield auront à charge de faire perdurer cette équipe au sommet. Et enfin, en 5e position de ce top 25 d'avant-saison, nous allons parler de la première équipe ACC classée avec Louisville. Les Cardinals qui payent certainement en fait les départs de Reed Detmers et Bobby Miller dans ce classement vont donc devoir reconstruire leur rotation. À Michael Kinnean ou Glenn Albanese de se montrer fiable, aux côtés très certainement en fait de Luke Smith. Côté line-up, ça reste très costaud avec Alex Binelas en 3e base, Henry Davis en catcher et Levi Usher à l'outfield. On parle d'ailleurs de ces 3 joueurs comme potentiel pick du premier tour de la prochaine draft. Voilou, donc c'était un tour rapide des 5 équipes les mieux classées du pays en pré-saison. N'hésitez pas à me dire via les réseaux, en commentaire de cette vidéo ou autre, si vous voulez en savoir un peu plus sur le classement, comment ça se passe, c'est le même principe qu'en collège football ou en collège basket du coup. Et surtout, si vous voulez en savoir plus en termes de conférences, on pourrait par exemple, pourquoi pas, au moins revenir sur le Power 5 Conference et voir un peu qui sont les favoris de chaque conférence et comment ça se passerait en termes de classement. Voilou. Derrière les équipes précédemment citées pour terminer, on peut noter en mention des équipes comme Ole Miss, Mississippi State, Texas ou encore une grosse cote comme Virginia. Ces équipes sont donc à surveiller. Alors, du coup on va finir cette vidéo. Pour finir, sachez-le, vous pouvez retrouver le classement du top 25 de l'Epipole, notamment sur le site ncaa.com. Vous allez dans l'onglet bien sûr baseball, D1, etc. et vous allez voir en fait ce classement. Si après ça vous intéresse, parce que je suis un mec sympa, je peux très bien récupérer ce classement et l'afficher par exemple sur mes réseaux sociaux chaque semaine avec les nouveautés et les différences, et on pourra en discuter. Et si vraiment le sujet vous intéresse, pourquoi pas essayer de faire un peu un sujet un peu hebdomadaire comme ce que je peux faire en termes de podcast et articles pour le basketball universitaire. Faire un peu ce type de schéma là, si bien sûr aussi j'ai assez de temps pour faire à peu près tout ce que je veux faire dans ma tête, il y a trop de choses en fait. Mais bref, du coup on va arrêter la vidéo, ça peut être pas mal d'arrêter maintenant, je pense qu'il y a eu pas mal d'informations dans un premier temps. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a intéressé, si vous avez compris les choses, si ça vous donne encore plus envie, pourquoi pas, de suivre cette compétition et ce pan du baseball. Et du coup, en fonction de vos réponses, on se retrouve assez rapidement peut-être pour d'autres vidéos de ce type-là au niveau NCAA D1 baseball, ou alors, dans tous les cas, je sors toujours du contenu, notamment les vidéos un peu société, culture, histoire, comme là en ce moment les petits formats du BHM, qui permet de reparler en fait des sportifs, athlètes africains-américains qui ont marqué quelque part leur communauté dans ce Black History Month. Et sur ces belles paroles, sur ces beaux mots, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.